tous, bienvenue dans Africa Works. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur du Congo, un pays qui s'est transformé en un véritable chantier. Des travaux sont entrepris depuis 2003, du sud au nord du pays, et c'est mené par la Délégation générale des grands travaux. La République du Congo, fréquemment appelée Congo-Brazzaville, pour la distinguer de l'autre Congo, est un pays d'Afrique centrale, situé de part et d'autre de l'équateur. S'étendant sur 1300 km du nord au sud, le Congo a les pieds dans l'eau, puisqu'il prend sa source dans l'océan Atlantique, et a la tête dans les forêts denses et inondées qui caractérisent la flore équatoriale à l'extrême nord du pays. Le Congo a obtenu son indépendance le 15 août 1960. Sa capitale, Brazzaville, anciennement appelée Mfwa, et aujourd'hui surnommée Brazza-la-Verte pour sa végétation abondante, borde le fleuve Congo qui constitue par ailleurs une frontière naturelle avec la nation voisine, la République démocratique du Congo. Au XIXe siècle, au hasard d'une exploration, l'aventurier franco-italien Pierre Savorgnan de Brazza découvre les territoires tékés qui formeront plus tard la ville de Brazzaville. Près d'un siècle plus tard, après que l'Afrique entière ait été partagée entre différentes puissances européennes, le Congo-Brazzaville, situé au cœur de l'Afrique équatoriale francophone, échoue entre les mains de l'administration coloniale française. En 1944, Charles de Gaulle, évincé du pouvoir par le maréchal Pétain et son régime de Vichy, occupé alors par l'armée allemande, choisit donc Brazzaville comme capitale de la France libre. Pourtant, en dehors du prestige qu'offre une telle reconnaissance, Brazzaville n'a pas bénéficié des aménagements et des travaux d'infrastructures dignes d'une telle métropole. Ainsi, la ville était construite selon des axes relativement simples, sans édifices majeurs, sans audace dans le tracé des routes qui bien souvent se limitaient au centre-ville de la capitale, fréquenté essentiellement par les colons. Après les déceptions de la colonisation, il a fallu attendre près de 50 ans pour qu'enfin les autorités du pays décident de donner au Congo les infrastructures dignes d'une nation qui veut sortir du sous-développement et entrer enfin dans l'ère de l'émergence en s'appuyant sur l'expertise de partenaires européens, brésiliens et surtout chinois. À notre arrivée à Brazzaville, le constat s'impose de façon évidente. Le changement est palpable et même visible dès le pied posé sur le tarmac de l'aéroport de Maya-Maya. J'arrive de Pointe-Noire, je suis stupéfait de voir cet aéroport parce que bon, c'est une première au Congo, je crois. On n'avait jamais vu un bâtiment aussi beau. Moi, j'ai connu Brazzaville avant, l'aéroport de Brazzaville avant. On a l'impression que c'était au 19e siècle, on est au 21e siècle. Voilà. Je crois que la parabole est peut-être adaptée au contexte. Donc là, vraiment, c'est vraiment le modernisme, là. Aujourd'hui, l'aéroport de Maya-Maya a été presque entièrement rebâti par les Congolais avec l'aide de partenaires étrangers, les Chinois pour le gros œuvre, les Français pour la construction des pistes et pour la gestion de l'exploitation de l'aéroport. Alors Airco est une société de droit privé congolaise. Elle est composée d'investisseurs français, donc c'est le groupe Segap, et de privés congolais. Donc, le groupe Segap, c'est une joint venture qui réunit une société qui s'appelle la société Aegis et également la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille. Donc, le groupe Segap gère un certain nombre d'opérations à travers le monde et particulièrement en Afrique aussi, notamment les aéroports de Libreville, Abidjan, Paphos, Larnaca, désormais les aéroports du Congo et bien sûr celui de Marseille. Voilà. Donc nous avons aujourd'hui signé avec l'État du Congo une convention de 25 ans en décembre 2009 pour une durée de 25 années. Et cette convention de concession donc, porte sur la gestion de 3 aéroports internationaux qui sont ceux de Brazzaville, Olombo et Pointe-Noire. Voilà. Donc nous avons démarré nos activités le 1er avril 2011 et donc aujourd'hui nous exploitons donc la première moitié, le premier module en fait, de cette nouvelle aérogare de Maya-Maya
qui devrait se terminer dans 2 ans avec la jonction du 2e module. Voilà. Alors j'allais dire que ce sont des contraintes qui sont classiques dans le cadre de concessions privées, c'est-à-dire qu'on a toujours quelques petites résistances et quelques petites lenteurs, j'allais dire, dans le plan socio-professionnel qui est mis en place. On a aussi quelques difficultés d'ordre technique puisqu'on découvre des installations, qu'on les met en route, donc ça nécessite quelques réglages. Voilà. On va dire que les problèmes qu'on a rencontrés au Congo sont des problèmes tout à fait classiques. Si vous voulez, le modèle qu'on a mis en place sur un certain nombre de plateformes que nous gérons est toujours le même, c'est-à-dire qu'on a un management le plus léger possible, 2-3 expatriés français en règle générale, et l'ensemble du personnel qui est congolais, qui va être congolais. Donc nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que la gestion et toute la maintenance de l'aéroport soit assurée par des Congolais. Ce 2e module devrait être livré d'ici à peu près 24 mois. Et donc on a déjà une idée très précise du fonctionnement de ce module, de son organisation et de son exploitation. Voilà. Alors il faut dire que cette période va être assez intéressante dans la mesure où on va profiter pour faire, en termes d'infrastructure, une livraison complète de tout ce qu'on peut imaginer en termes de voies de circulation et de stationnement avion aussi. C'est-à-dire que pour le passager, ce qu'il voit, c'est une belle aérogare avec des services qui sont complets. Mais il y a aussi l'aspect compagnie aérienne qui est très important. Et on doit avouer que sur l'aéroport de Brazzaville, on a une surface assez fabuleuse de ce côté-là. On a 2 pistes, dont une qui est capable d'accueillir un Airbus A380. Donc, c'est assez rare aujourd'hui des aéroports en Afrique qui peuvent disposer de tels atouts. Donc on a présent à l'esprit que ces atouts-là peuvent nous permettre de développer commercialement cette infrastructure de manière assez sensible. Voilà. Alors, les grandes différences, naturellement, c'est pour l'essentiel celui de Lombo, qui est un aéroport, j'allais dire, central, sur le plan géographique, mais qui, en termes de trafic, est complètement différent des 2 autres. Aujourd'hui, le trafic de celui de Pointe-Noire et de Brazzaville sont quasi égaux. Voilà. Celui de Lombo a un trafic qui est moindre. Voilà. On va dire que c'est la principale différence. Sur le plan architectural et exploitation, ils ont été conçus à peu près de la même façon. Les équipements en termes d'infrastructures, pistes, aires de stationnement, sont légèrement symétriques aussi. En dehors de cet aspect trafic, il n'y a pas de grosses différences. J'ai dit architecturalement, il a été conçu pour accueillir le trafic international et régional. Et ensuite, dans 2 ans, on a dit dans 24 mois, cette partie-là sera terminée et elle sera réservée exclusivement au trafic domestique. On n'a pas tellement de différence dans le sens où, comme vous pouvez le voir, c'est une réplique symétrique. La seule différence importante, c'est au niveau des accès et de la sûreté. Donc on aura une gestion qui sera complètement différente. Sinon, au niveau des zones publiques, c'est la même zone et il n'y a pas de souci particulier. Il faut savoir que l'aéroport de Maya-Maya connaît un trafic impressionnant et peut accueillir à la fois des vols internationaux, puisque un vol sur 3 est un vol international à Maya-Maya, et des vols locaux. Et ce sont ces derniers qui l'emportent sur les trajets hors frontières. Ouais, je reviens de Pointe-Noire. Vous avez pris quel vol? Transair Congo. Ouais, bon, l'aéroport de Maya-Maya a été bien amélioré. Et je trouve que ça ressemble un peu aux aéroports modernes maintenant de ces derniers temps. Donc je trouve que c'est vraiment bien fait l'aéroport. Bon, par rapport à l'aéroport de Pointe-Noire, le mieux, faut dire la vérité, c'est que celle-là vraiment est vraiment bien faite que celle de Pointe-Noire. Celui de Brazzaville que celui de Pointe-Noire. Oh là là, je suis très ravi. Vraiment que le président, c'est que me fait très mal parce qu'il a beaucoup vieilli. Vraiment, il pouvait rester là même 100 ans. Pour moi, ça je le jure. Et je le jure, et je le jure. Parce que vraiment, c'est pas possible ça. Je suis très fier de ça. Celui de Pointe-Noire, il n'est pas vraiment bien fait. Mais celui de
Brazzaville, vraiment, il est vraiment... Je ne sais pas comment jeter les roses au président de la République et le gouvernement. Bon, pour moi, c'est vraiment merveilleux parce que c'est pour la première fois que j'arrive à Brazzaville depuis qu'ils ont construit l'aéroport. Vraiment, je trouve que c'est comme si, je ne sais pas, bon, je suis vraiment... Je ne sais pas quoi dire. Je suis en train de découvrir vraiment quelque chose qui est vraiment merveilleux pour moi. Avant, c'était comment? Avant, non, sincèrement, je dis vrai, hein, je suis vraiment congolais d'origine. Avant, ce n'était pas ça. Aujourd'hui, là, vraiment, le président de la RDC, ça dit, je ne sais pas quoi dire, ça dit, j'ai tout fini. Pointe-Noire mériterait aussi d'avoir un aéroport comme celui-là. Parce que c'est quand même une ville importante, je crois, au Congo. Et le contraste est trop flagrant, quoi. Il faudrait faire la même chose à Pointe-Noire, je crois. Ça mériterait, bah oui, qu'on ait un équilibre, qu'on soit pas, on a l'impression de sortir de la forêt et arriver en ville, alors qu'on passe d'une ville à une autre. À Brazzaville, les travaux dépassent le cadre de l'aéroport et concernent également des édifices bien particuliers, comme les hôpitaux, les bâtiments sociaux, l'aménagement du territoire. Halte express à Mbulu, où s'étendent l'énorme centrale électrique sur les rives de la Léfini, sous lesquelles trônent de grandes salles de commande abritant plusieurs turbines électriques. Les travaux d'installation de la centrale n'ont démarré que récemment, alors que le projet d'exploitation avait lui commencé durant le premier mandat de Sassou, mais la grave situation financière du pays a malheureusement conduit les autorités à interrompre ces travaux, qui n'ont repris qu'après le retour du président au pouvoir en 1997. La capitale, Brazzaville, et toute une partie du pays ne devraient plus connaître de problèmes d'électricité. Mais les installations vétustes de la Société nationale d'électricité, la SNE, ne permettraient pas aux Brazzavillois d'avoir un accès constant et permanent au courant domestique. Ici, ils étaient environ 3000 employés à travailler durant la période pleine, avec la présence des collaborateurs chinois, mais aujourd'hui les Chinois sont là en tant que simples observateurs pour assurer le suivi et la maintenance, donc ils ne sont plus que 1000 employés désormais. Parmi eux, la centrale électrique d'Mbulu ne compte qu'une seule femme. Mais les grands travaux ne concernent pas uniquement Brazzaville, bien au contraire. Et pour nous le prouver, Jean-Jacques Bouya, le délégué général aux grands travaux, nous propose de le suivre dans sa tournée qu'il effectue à travers le pays pour se rendre compte de l'avancée des travaux. Nous commençons par visiter l'un des projets les plus ambitieux de cette série de grands travaux, la route nationale numéro 1, qui doit relier Brazzaville à Pointe-Noire, la capitale économique du pays. Si ce projet est ambitieux, c'est parce que d'autres dirigeants avant le président Denis Sassou Nguesso, y compris sous la période coloniale, avaient plusieurs fois entamé l'exploitation de l'axe Brazzaville-Pointe-Noire par la route, mais également par la voie ferrée. Malheureusement, toutes ces entreprises ont échoué ou ont été abandonnées. Mais à mesure que nous parcourons les kilomètres sur les tronçons Pointe-Noire-Dolisie, cet axe routier, longtemps imaginé, voire fantasmé par les dirigeants comme par les riverains et autres usagers du trajet Pointe-Noire-Dolisie, cet axe devient une réalité. La satisfaction est grande. Grande parce que depuis les indépendances, cette route, les travaux de cette route avaient été évoqués. Voici 50 ans après, effectivement, ce rêve devient réalité. Les grands travaux de modernisation et de désenclavement sont entrepris dans tout le pays et entre les contraintes géographiques et les obstacles climatiques, la tâche semble aussi ardue que pour les 12 travaux d'Hercule, notamment pour un des chantiers les plus difficiles, cette route nationale numéro 1, reliant Pointe-Noire à Brazzaville en passant par Dolisie, les 3 villes capitales du pays. Ici, le défi était de taille puisqu'il s'agissait de s'attaquer frontalement au majestueux massif du Mayombe. Néanmoins, les travaux ne concernent pas seulement les routes bitumées, mais s'étendent également aux virtuelles routes de l'information. Et oui, arrimer le Congo aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est le but du projet de couverture nationale en télécommunication qui a pour objectif, comme son nom l'indique, de couvrir l'ensemble du pays en infrastructures de télécommunication soutenues par une épine dorsale à fibre optique. C'est ici qu'on va relier en fait notre pays au monde par la fibre optique sous-marine, que vous avez vu d'ailleurs la chambre là-bas qu'on appelle le trou de Dieu, donc là où on fait la connexion du câble qui vient de la mer avec le câble qui vient de la terre.
Le Congo, comme tous les autres pays du monde, veut aller vers la société de l'information. Et parmi les critères qui déterminent justement une société de l'information, il y a l'infrastructure de base. Et aujourd'hui, la fibre optique, c'est le support de transmission qui a le plus de capacité et qui offre plus d'opportunités et de possibilités. Et donc notre pays a adhéré à un consortium qu'on appelle le consortium WACS. Et ce consortium WACS, justement, déploie pour l'ensemble des pays de la côte atlantique particulièrement, un câble à fibre optique qui part effectivement du Cap et qui va jusqu'à Londres en fait. Et donc, à partir de là, le Congo peut être connecté aux autres pays à travers le satellite et à travers la fibre optique. Donc on aura plusieurs portes de sortie, ce qui permettra au pays d'être ouvert au monde en fait. Au niveau du Congo, on a mis un projet de distribution qui est le projet de couverture nationale. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il distribue tout ce que nous allons avoir depuis ici, il distribue sur l'ensemble du territoire national. Donc ça part de Pointe-Noire ici jusqu'à Ouesso, donc à l'extrême nord du pays. Et donc on met en place un câble à fibre optique qui part de Pointe-Noire jusqu'à Ouesso. Et ce câble-là va assurer le transport justement de toutes les informations pour les communications internationales, tout comme pour les communications internationales. Et au passage de ce câble, il y a des bretelles dans l'ensemble des départements du pays. Donc chaque chef-lieu de département va avoir une bretelle qui va arriver et qui va permettre justement à ce département d'avoir accès au câble à fibre optique. Et ce projet de relier la côte à l'Interland en matière de télécommunications est un leitmotiv du président Denis Sassou Nguesso. Pour ce faire, les équipes tirent la fibre optique dans les différents départements où des chambres à tirage ont déjà été construites afin de déployer le réseau dans les quartiers périphériques. Sur un total de 115 km de câbles à poser à Brazzaville, la société chinoise Huawei, en charge des travaux, a déjà réalisé une trentaine de kilomètres. Selon M. Akwala, le consortium WACS, West Africa Cable System, dont le Congo fait partie, a prévu la fin des travaux de connexion au câble principal au premier trimestre 2012. La bretelle du Congo avait été installée en janvier 2011 à Matombi pour être connectée au câble principal, situé à 300 km au large de la côte congolaise. La fibre optique passe notamment par la route nationale numéro 1, qui compte un centre de péage à Mengo, ville située à 18 km de Pointe-Noire, dans le département du Kwilu. Là, nous avons fait une halte pour constater les travaux de bitumage et d'aménagement, dont le marquage au sol et la signalisation, qui sont réalisés par l'entreprise China State Construction Engineering Corporation avec l'équipe de la mission de contrôle des GIS internationales. Le projet, donc, maintenant, c'est en phase de finition. Okay. Donc, on a déjà fini donc, 111 km de chaussée revêtue. Okay. Ici, donc, fin d'année, nous aurons donc, la chaussée finie avec donc, bien s'équipée avec les signalisations, les panneaux de signalisation, la signalisation horizontale. Vous voyez, donc, ici, il y a déjà donc, une planche d'essai pour les signalisations, le marquage au sol. Les travaux de la route Pointe-Noire-Brazzaville illustrent bien le fruit du partenariat entre le Congo et la Chine. Le premier tronçon, reliant Pointe-Noire à Dolisie sur l'axe de la route nationale numéro 1, longue de 164 km, progresse normalement. La société chinoise qui réalise, China State Corporation, qui réalise donc cette grande route lourde entre Pointe-Noire et Brazzaville, contrôlée évidemment par le groupe EGIS et BCOM, qui est une société française qui contrôle ces travaux que nous avons visités ce matin. Ici, les travaux sont contrôlés par un groupement d'un bureau d'études congolais, le BCBTP, et un bureau d'études ivoirien, le BNET, le Bureau national d'études et de développement. Donc on peut dire qu'il y a un ensemble, évidemment, dans cette partie sud du pays, et progressivement, dans 3 ans, 4 ans, nous créerons une véritable ouverture vers la capitale et aussi vers la partie nord du pays, évidemment, en passant en dehors de la capitale. Donc il a été mis en place ce type de facilité financière, évidemment aux conditions de mise en place avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale, qui demandait que le pays sortait donc d'un endettement par le biais du désendettement après le programme suivi. Donc il ne pouvait pas retomber dans un autre endettement. Donc il y avait des conditions d'accès à la facilité financière.
Il faut mettre en place une facilité financière sur le long terme. Donc, ayant ce qu'on appelle l'élément don, donc en réalité des facilités financières concessionnelles. À près de 55 km de Pointe-Noire, nous arrivons à Malélé. Encore en 2010, il fallait compter plus de 10 heures pour parcourir la route Pointe-Noire-Dolisie. Et ce trajet était connu pour les profonds précipices qui jonchaient la piste de terre de plus en plus rouge, caractéristique typique du massif montagneux du Mayombe. Les chauffeurs routiers, habitués de l'axe Pointe-Noire-Brazzaville, avec leurs camions gros porteurs, poids lourds, semi-lourds, n'ont plus aucun secret pour les pistes sinueuses de cette région qui bénéficie aujourd'hui d'un total désenclavement. Quel changement vous avez vu depuis que vous êtes sur la route, là, avec les travaux? Nous sommes sur la route. Auparavant, on avait beaucoup de difficultés. Avant qu'on mette la première couche du goudron, on avait beaucoup de difficultés parce qu'il y avait des bourbiers terribles. Mais maintenant, il y a un très très grand changement. En tout cas, ça nous fait plaisir. On roule tranquillement. À moins de 4 heures du matin, 4 heures de temps plus tôt, avec les gros bahuts là, nous sommes déjà à Dolisie. Et ça nous fait plaisir. Avant, vous mettez combien de temps? 3 heures de marche seulement. Pointe-Noire, on est à Dolisie. Avant, ça mettait combien de temps? Avant, on faisait presque toute la journée ou bien 2 heures, 2 journées. Jusqu'à 2 heures du matin, on arrivait à Dolisie la nuit. Nous sommes partis de Pointe-Noire ce matin pour Dolisie, mais on nous a garés compte tenu des travaux qui s'effectuent. Mais on a un ouf de soulagement. Vraiment, c'est vraiment merveilleux pour l'évolution de la route. Pourquoi? Ça fait combien de temps que vous prenez cette route? Bon, ça fait apparemment 5 mois. Mais c'est le deuxième mois que nous voyons bien clair, parce qu'avant c'était vraiment le lombinage total. Mais apparemment c'est une accélération totale. On a accéléré la route et maintenant là, lorsque nous quittons par exemple l'est tel que vous nous regardez là, on peut faire 3 heures du temps jusqu'à Dolisie. Le pillage, non, c'est tout à fait normal, c'est dans n'importe quel pays ça se passe. Ça fait du bien pour nous aussi parce qu'avec les barrières qui se passent là, finalement ça nous encombre. Or avec le péage, finalement quand on va faire la route du Nord, au péage on paye, il n'y a pas les polices, il n'y a pas quoi. Quand tu passes devant le péage, tu payes ton argent, tu passes. Mais si ça peut se faire ici aussi, il n'y a pas de problème. C'est un ouf de soulagement pour nous les Congolais. Inconvénient des routes actuelles, les barrages, assimilés ici au symbole de la petite corruption des plus bas échelons des autorités que dénoncent les routiers. Les chauffeurs routiers en appellent donc à une multiplication des péages qu'ils distinguent des pots de vin laissés à l'appréciation des seules autorités qui gèrent ces barrages, notamment la police ou les douanes. En dehors des péages, ce qu'ils sont en train de faire maintenant là, ça ne fait pas plaisir. Il faut laisser de l'argent à chaque barrière. Or que ça nous emmerde comme ça là. La route. Ça nous emmerde parce que les barrières là qui se multiplient tous les jours là, ça nous emmerde. En plus d'amortir le coût de ces routes, les péages mettraient un terme à ces contraintes qui pénalisent toujours les usagers réguliers de la route nationale numéro 1. À l'échangeur de Masséka, nous avons été accueillis par Ghislain Koumba, qui travaille également pour la délégation générale des grands travaux et qui suit sur place l'avancée du projet. La satisfaction est grande. Grande parce que depuis les indépendances, les travaux de cette route avaient été évoqués. Voici 50 ans après, effectivement, ce rêve devient réalité. Alors, vous comprenez la joie des populations qui peuvent circuler, qui produisent à l'intérieur et qui peuvent maintenant facilement écouler leurs produits, soit vers Pointe-Noire, soit vers Dolisie, pourquoi pas vers Brazzaville. C'est ça justement l'intérêt de cette route. Que des populations comme celle-là, rurales, je suis dans un département rural, je le souligne, qui produisent et qui n'arrivent pas à écouler leurs produits, vous comprenez maintenant que les choses se dessinent à leurs yeux. Vous voyez le trafic là autour de vous, devant vous, c'est pour dire que les populations sont très contentes. Je parle en leur nom. Les populations sont satisfaites, mais certains souhaiteraient pourtant que cette impulsion nationale leur bénéficie directement en profitant des emplois offerts par les différents projets des grands travaux. Plus tôt dans la journée, non loin de Inda, à 30 km de Pointe-Noire, nous avions croisé un groupe de jeunes étudiants. Parmi eux, Quentin, un jeune orphelin débrouillard, en quête d'un emploi de vacances et voulant bénéficier des grands travaux pour se faire un peu d'argent. Malheureusement, et d'après l'entreprise de construction de la route, le projet arrivant à son terme, il n'y a plus d'embauche possible. Je suis un élève. Dès que je suis en vacances, je dis, quand je suis en vacances, je trouve chercher quelque chose à faire.
pendant les vacances, pour bien commencer l'année scolaire qui est en train d'arriver. Je suis venu là, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Mais vous souhaitez travailler sur la route, pourquoi? Je souhaite travailler pour la route pour gagner un peu quelque chose aussi. Sauf que c'est le Congo, on travaille pour nous-mêmes aussi, mais pour gagner un peu quelque chose, parce que là, je n'ai plus de parents aussi, bon, je cherche à gagner quelque chose aussi. Mais nous veillons à ce que le maximum des compatriotes aient la possibilité de travailler et d'être formés dans ce genre de choses. Mais vous trouverez toujours quelques personnes qui peuvent aussi se plaindre. C'est peut-être pour savoir davantage. Et nous tenons en compte cela. Nous sommes à l'écoute et nous allons corriger en marchant. Sur la route de Dolisie, nous avons fait une halte pour nous oxygéner au pied d'un arbre multiséculaire où Pierre Savorgnan de Brazza, l'explorateur que le Congo a découvert lors de sa conquête du Moyen Congo, et bien d'autres avant et après lui, ont marqué de leur passage. Cet arbre sacré possède une valeur historique et sentimentale pour tous les Congolais et spécialement pour les habitants de Dolisie et de ses environs. Même le président Denis Sassou Nguesso y est passé lorsque collégien, il venait là pour méditer et se reposer entre les cours. Inexploité, le potentiel touristique de cet arbre n'a pas échappé au délégué général des grands travaux qui souhaite proposer aux visiteurs et aux autres touristes une halte à l'ombre de l'arbre séculaire du Niari. C'est l'arbre de Brazzaville. Donc l'explorateur Pierre Savorgnan de Brazza, lors de son passage, a eu à se reposer ici. Et cet arbre devient historique, puisqu'il s'agit quand même de la conquête du Moyen Congo. Donc aujourd'hui, chaque personne qui passe des moments fabuleux ici inscrit son nom. Et quand le président était au collège de Mbunda, ici, à l'époque de sa jeunesse, il inscrivait son petit nom, le prince que vous voyez par là. Et ça fait partie de l'histoire de cet arbre qui chaque jour prend de la valeur. Et nous, dans le cadre du projet de la route, on se propose donc dans un cadre touristique d'aménager autour de cet arbre, de faire de sorte que les gens puissent venir s'asseoir, se reposer un peu et continuer leur route. Quant à nous, nous avons continué notre route en direction de Madingu, dans la région de la Bwenza.